Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10. Retour après une crise au sommet hier, mais effectivement tout est rentré dans l'ordre puisque vous le savez, Canal 10 pourra assurer le Tour de Guadeloupe en direct et on part pour les infos. Nous sommes le jeudi 21 septembre 2021 et voici les titres de ce journal. Nous ferons le point tout d'abord sur les mobilisations des soignants contre l'obligation vaccinale avec la directrice de l'Agence régionale de santé Valérie Denux. Puis nous découvrirons la pause douceur, un glacier 100% local au parfum de plantes médicinales. Et nous finirons avec cette visite de la Carle sur le littoral de Saint-François en vue d'un diagnostic de territoire et d'un projet d'aménagement global. Qui plus est, ce soir, je recevrai Mathis Couvercy et Charles Pétricien, deux participants et grands gagnants du prix de graines de journalistes pour le film de l'or sans orpailleur, qui ont participé donc au concours Vox Milo et ont été récompensés donc à Cannes. Et notez avant de développer ces quelques titres que les députés, enfin une poignée de députés, ont adopté l'article 2 de la loi Vigilance sanitaire. Il prévoit donc la prolongation du pass sanitaire jusqu'à juillet 2022, de quoi laisser au gouvernement le champ libre pour restreindre les libertés et inciter toujours plus à la vaccination. Et la situation épidémiologique en Guadeloupe continue de s'améliorer pour la 9e semaine consécutive. 156 cas ont été dépistés contre 200 la semaine dernière. Le taux d'incidence passe de 53,1 à 41,4 pour 100 000 habitants. Le taux de positivité est bas à 1,9%. On enregistre 5 décès sur la période. Une embellie qui ne donne pas lieu à un vrai déconfinement, mais un petit allègement, puisque le couvre-feu s'appliquera à partir de 23h au lieu de 22. Le pass sanitaire, lui, sera exigé dès le premier client dans les restaurants. On fait le point avec le préfet Alexandre Rochat. Vendredi, vous savez qu'il y a la fin de la phase de transition pour l'application du pass sanitaire. À compter de samedi, le pass sanitaire sera obligatoire dès le premier client. Je pense au restaurant évidemment, mais pour les autres activités aussi. Et donc, pour permettre d'avoir une activité un peu plus longue des établissements, j'ai décidé de repousser le couvre-feu à 23h à compter de samedi. Donc, ça veut dire ce week-end, le couvre-feu sera à 23h. Et j'espère qu'on pourra, vendredi, je pourrai annoncer que la semaine prochaine, on évolue encore sur le couvre-feu. Oui, exactement. On a besoin juste de travailler encore un petit peu les sujets parce que là, on va rentrer dans une phase où justement, on va vraiment libérer un certain nombre d'activités. Donc, je préfère qu'on fasse attention. Donc, ça sera annoncé d'ici vendredi pour une application la semaine prochaine. Tout ça rentrant en vigueur au moment où il y aura la sortie des élèves pour les vacances scolaires de la Toussaint, la préparation des fêtes de la Toussaint. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettront, je l'espère, mais on le précisera vendredi, de retrouver des activités plus normales en tout cas que celles qu'on connaît aujourd'hui. Et Valérie Denux, elle, réagissait aux mobilisations quotidiennes contre l'obligation vaccinale des soignants. Pour la directrice de l'Agence régionale de santé, les exactions et autres sabotages ne sont pas nécessaires pour signifier son désaccord. On imagine que les grévistes devraient juste accepter leur sort. On l'écoute. Écoutez, j'espère que ça va se finir bien. Dans l'intérêt de tout le monde, bien sûr, des patients avant tout. Moi, je comprends qu'on puisse ne pas être d'accord, mais c'est vrai qu'utiliser certaines méthodes qui sont des méthodes qui mettent en difficulté les patients, les soignants évidemment qui rentrent dans les établissements, mais pas que les patients, puisque ça a des conséquences sur les patients, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Alors, il est certain que il y aura probablement des décisions de justice à prendre sur ce genre d'activités et d'actions, mais les directeurs d'établissement, ils font leur travail tout simplement. Moi, je soutiens bien sûr les directeurs d'établissement, je soutiens l'ensemble des professionnels de santé qui sont raisonnables. Raisonnable, c'est pas forcément le mot vaccination, c'est le mot, même si on n'est pas d'accord de se faire vacciner,
on peut le dire, le faire, mais à ce moment-là, on l'assume derrière, sans aller faire des exactions avec du sabotage ou des blocages. Ouais. Si vous avez lu le communiqué du jour du CHU de Martinique, il est revenu sur ce qui avait été dit, parce que ça avait été probablement pas exprimé de manière très claire. Et le ministre de la Santé a aussi été très clair hier à l'Assemblée. Donc non, la Martinique n'a pas trouvé de choses particulières, si ce n'est que l'objectif, c'est d'être dans la progressivité, dans l'approche justement de la pédagogie, etc. Mais de la même manière en Martinique, en Guadeloupe, qu'en Guyane, ou même qu'en métropole d'ailleurs. Donc je pense qu'il y a eu une grosse méprise hier. Le communiqué n'était pas très clair et ce n'était pas du tout l'intention du CHU de Martinique de ne pas appliquer l'obligation vaccinale. En tout cas, vous regardez le communiqué du jour du CHU et vous avez tous les éléments. Et concernant l'adolescent de 15 ans retrouvé mort dans son sommeil par ses parents, l'autopsie démontre qu'il a fait une hémorragie cérébrale. Valérie Denux a indiqué qu'il avait reçu sa 2e dose en juin et dit, je cite, que le lien n'est pas établi et ne le sera certainement pas. Médicalement, ce n'est vraisemblablement pas possible. Des déclarations péremptoires en réponse à l'audio du père de ce jeune garçon ayant mis en cause le vaccin. Des analyses complémentaires devraient faire la lumière sur l'origine de la rupture d'anévrisme qui, pour l'heure, est inconnue. Et en parlant de vaccination, le Vaccibus s'est installé aujourd'hui à Morne-à-l'Eau. Au-delà de la simple piqûre, les agents ont un rôle de mission d'information. Après 6 semaines de déplacement, l'équipe a tout de même effectué 700 injections. On y va tout de suite. Ça fait déjà bientôt 1 mois et demi qu'on tourne sur les communes de la Guadeloupe. Et le bilan est plutôt positif pour nous, puisque on a pu informer et répondre aux questions de beaucoup de Guadeloupéens, c'est-à-dire que le bus est avant tout là pour répondre aux questions. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont venues pour qu'on réponde à leurs questions. Et puis parallèlement, on a aussi vacciné à peu près 700 personnes. 400 premières injections et 300 deuxième injections. Donc pour nous, le bilan est très satisfaisant. C'est une opération qui consiste à créer une certaine émulation s'agissant de la vaccination et c'est à travers toutes les communes de la Guadeloupe. Donc aujourd'hui c'est Morne-à-l'Eau et j'en suis bien content, j'en suis ravi, je suis moi-même conseiller régional. Donc c'est une action que je soutiens. J'espère que les gens vont se manifester librement et tranquillement, surtout sans contrainte. Parce que vous savez qu'aujourd'hui c'est le libre arbitre, chacun décide s'il se fait vacciner ou pas. On a eu vraiment de tout. On a eu beaucoup de personnes relativement âgées, et ce qui était une priorité pour nous parce que c'était des personnes qui étaient dans des communes relativement éloignées et qui ne seraient peut-être pas allées dans les centres de vaccination de la place, qui sont quand même centraux sur la Guadeloupe. Donc on a vacciné beaucoup de personnes de plus de 75 ans, on a vacciné des jeunes et puis on a vacciné toute tranche d'âge. Vous savez, depuis le début de la pandémie, nous avons mis en place un processus au dispensaire de Morne-à-l'Eau afin que les gens viennent se faire vacciner. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est près de 2000 personnes du Nord-Grande-Terre et du Morne-à-l'Eau qui se sont fait vacciner et cela continue. Venez nous voir au Vaccibus, nous sommes là pour répondre à vos questions, pour vous informer. Nous avons tous les jours des soignants à bord, des soignants qui changent, ce sont des soignants, des médecins qui sont impliqués et qui viennent et qui répondent à vos questions. Si vous souhaitez, vous pouvez vous faire vacciner. Mais surtout, on est là pour répondre à vos questions. Et aujourd'hui, ce matin encore, il y a une dame qui est rentrée dans le bus, qui a posé des questions et qui est repartie sans se faire vacciner. On ne force personne, on n'impose à personne et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Nous, notre positionnement est vraiment un positionnement de soignant parce que nous sommes sur une médecine d'épreuve et nous estimons que la vaccination nous permet de faire ce qu'il y a de mieux actuellement en état des connaissances sur la crise Covid que nous vivons.
Et notez en passant effectivement que dans la loi effectivement vigilance sanitaire, il y a un amendement effectivement qui a été adopté qui vise à permettre aux directeurs d'établissements scolaires de faire une saisine de l'assurance maladie afin de connaître le statut vaccinal des élèves. Le but étant d'éviter les fermetures de classe s'il y a un cas positif, mais on parle tout de même de levée du secret médical quand même de ces enfants. Et avec des prix du gaz et du pétrole qui flambent, nous rentrons dans une crise de l'énergie sans précédent. Alors parler d'économie en la matière c'est bien, mais il est temps de passer à l'action. Le programme 16 propose un accompagnement aux entreprises pour optimiser leurs factures. On se rend au Café Papier à Jarry pour leur présentation. Le programme 16, c'est l'opportunité pour les entreprises d'être accompagnées par des professionnels dans leur transition énergétique et plus précisément dans leur démarche d'économie d'énergie. C'est venu d'un constat qui existe depuis déjà longtemps en Guadeloupe, c'est la nécessité de réaliser des économies d'énergie en parallèle du développement des énergies renouvelables. Ces deux objectifs-là, je le rappelle, ils sont en vue de l'autonomie énergétique en 2030. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler du développement des énergies renouvelables, pas assez de tout ce qui est économie d'énergie et les entreprises sont entre guillemets perdues face à la multitude de dispositifs qui existent et elles ne savent pas par où commencer, comment commencer et à qui s'adresser. Et pour que volontaire, en tout cas ce qui est certain c'est qu'on dégage aujourd'hui, donc je l'ai expliqué tout à l'heure, par kilowattheure, plus de 10 fois plus que ce qui est dégagé dans l'atmosphère sur le territoire hexagonal. Alors là encore une fois, en parlant avec l'unité du kilowattheure, je ne parle pas de volume global. Nos moyens de production sont extrêmement polluants, que ce soit les centrales, les turbines à combustion qui brûlent du pétrole ou bien des centrales à charbon, même si la Guadeloupe est dans une nette amélioration depuis ces dernières années. C'est gratuit pour les professionnels, on propose aux professionnels de se former, de comprendre les enjeux de la transition énergétique en Guadeloupe. C'est un programme qui est adapté en local, donc on reprend tous les chiffres, toutes les études. On se penche sur leur activité quotidienne, on va être capable de leur donner des éco-gestes à appliquer dans leur quotidien, que ce soit aussi bien à un boulanger qu'à une infirmière libérale, qu'à une entreprise de 50 salariés. Alors tout est sur le site 16-maîtrise-énergie.fr/GP, donc il y a un espace spécifique à la Guadeloupe. Et puis vous pouvez contacter notre partenaire local Green Affaires pour toute question. Il y a 2 chargés de mission qui travaillent avec nous, qui sont investis à 100% sur le programme 16. Vous pouvez les contacter sur l'adresse mail guadeloupe@16-maîtrise-énergie.fr. Crise de l'énergie qui devrait avoir un impact moindre sur notre territoire si nous arrivons effectivement à tirer profit de la géothermie. Parlons maintenant de cette visite d'une délégation de la CARL pour établir un diagnostic du littoral de ce territoire. L'objectif est de présenter à terme un projet d'aménagement global en accord avec la nature. On sera à Saint-François avec Maxime Morel. Il y a une visite qui est importante pour faire le diagnostic du littoral. Ce diagnostic, me semble-t-il, est nécessaire pour qu'on puisse véritablement mesurer tous les enjeux économiques, les enjeux écologiques, les enjeux de l'écosystème. Et tout cela fait qu'aujourd'hui, nous avons besoin de nous dire qu'est-ce que nous avons véritablement. C'est pour cela qu'on a confié tout cela à un bureau d'études sur l'égide de la CARL. Avec le président, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on ait véritablement sur les 4 communes un vrai diagnostic professionnel, une vraie expertise du littoral, de tout le littoral. Cette visite, elle s'inscrit dans une étude faite pour la CARL, donc à l'échelle des 4 communes. On est sur Saint-François aujourd'hui, on a déjà fait les autres communes et l'enjeu c'est de faire un projet d'aménagement, un plan directeur sur l'ensemble de la frange littorale du territoire de la CARL. Donc là, on est sur un secteur urbain dans le Bourg, l'agence est compétente et là, on est là pour accompagner la commune sur ces projets d'aménagement dans le cadre des régularisations aussi, puisque l'agence a plusieurs missions. L'agence intervient quand elle accompagne les communes, vraiment dans un partenariat qui est bien cadré. En fait, l'agence intervient comme un aménageur, elle peut participer au financement des opérations,
bien évidemment, il faut que ce soit des opérations d'intérêt général. Le littoral, il ne peut pas être entièrement dédié à l'économique ou à l'habitat. Il y a des coins magnifiques qui doivent être préservés, sur lesquels il faudra qu'on gère l'accès, qui ne peuvent pas être forcément des coins où des milliers de personnes vont chaque jour. Donc oui, c'est un équilibre permanent à trouver sur chacun des sites. On enchaîne avec la journée du goût à l'école de Morne-Zizi à Sainte-Rose. Les équipes pédagogiques ont invité des nutritionnistes à présenter aux enfants les fruits locaux ainsi que leurs vertus. Une classe du goût avec des ateliers 5 sens et sur la promotion du patrimoine alimentaire. Le reportage de Michel Depape. Aujourd'hui, nous organisons une journée du goût en décalage par rapport à la semaine du goût. Alors, c'est une manifestation initiée par le comité de parents présidé par Madame Salced et nous avons l'occasion de recevoir l'association Agos. Alors, donc, nous avons en présence aujourd'hui des nutritionnistes qui présentent les fruits locaux et leurs vertus par rapport à la santé. Alors, c'est aussi un objectif fort du projet UCEP Je booste mon cerveau et donc cette manifestation sert aussi de lampe de lancement pour ce projet, un projet ambitieux sur les 3 territoires avec l'IREP de la Réunion, avec l'UCEP de la Guadeloupe, l'UCEP de la Martinique et de la Réunion et donc une façon pour nous de prendre conscience ici au niveau des parents mais aussi au niveau des enfants. Cette journée du goût, en fait, depuis le début du mois d'octobre, partout en France, il y a une semaine qui s'appelle la semaine du goût. Et donc la semaine du goût, dans toutes les écoles, en fait, il y a des différents types d'activités qui se font. Et nous avons choisi ici en Guadeloupe, enfin ici à Sainte-Rose, de faire les classes du goût. Donc les classes du goût, c'est un programme qui a été lancé par le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation au niveau national et qui peut être décliné en fait en fonction des spécificités locales. Donc nous aujourd'hui on a choisi avec les dirigeants de l'établissement donc 2 ateliers, un atelier sur les 5 sens de la dégustation et un deuxième atelier sur la promotion du patrimoine alimentaire et des produits du terroir. Et c'est comme ça que c'est bon. Petit focus maintenant sur la Pause Douceur, un glacier 100% local. Après l'ouverture d'une première enseigne à Dotemar, la jeune entreprise s'est installée à Des, un nouveau site pour proposer des produits allégés en sucre et surtout à base de plantes médicinales. Le reportage. L'idée est venue après des vacances qu'on avait passées en Miami. Et puis on a été se balader dans la ville de Des et puis on a voulu manger une petite glace et en regardant autour de nous, pas de glacier. Donc on s'est dit tiens, pourquoi pas, avec ce joli coucher de soleil et les plages aux alentours, pourquoi pas lancer le projet d'un glacier à Des. Ensuite, l'idée est venue de transformer nos produits locaux, de travailler avec nos artisans de chez nous, en transformant les produits locaux, nos fruits pays, pour pouvoir faire découvrir à nos enfants qui ont perdu cette habitude de découvrir leurs fruits ou sinon d'aller récolter les fruits. On s'est dit pourquoi pas les proposer version glacée. C'est une volonté au niveau de la CNBT. Nous avons mis en place une démarche avec la cellule communication, avec Madame Delvert, pour que tous les mercredis, nous puissions visiter les acteurs économiques du territoire. Nous avons visité d'autres entreprises. Aujourd'hui, nous sommes à Des pour la fabrication de glace. Et je peux vous assurer, c'est une très grande joie pour moi de découvrir les capacités, mais au-delà de ce qu'il fait, comment il a pu déjà diffuser et toute l'ambition qu'il y a autour de ce projet. Il a expliqué qu'il fabrique plus de 100 glaces, mais au-delà de la fabrication de glace, c'est toutes les valeurs qu'il y a autour. Puisque comme on a vu, un fruit qui n'est plus vendable, mais peut être récupéré et encore des valeurs, des qualités pour la fabrication de glace. Mais en plus, il expliquait que des glaces sont fabriquées, mais avec un taux de sucre très faible,
lorsqu'on sait le nombre de diabétiques qu'il y a dans le pays, on s'imagine quelles peuvent être la portée, quels peuvent être l'intérêt, même des glaces avec des fleurs, même des glaces avec des plantes médicinales. J'ai entendu dire qu'il a une glace qu'il fabrique, une glace toute noire, la Black Ice, et donc vous comprenez tout cela. Et puis l'ambition, notre objectif, c'est de pouvoir l'accompagner, que demain, ces glaces puissent être pas seulement en Guadeloupe, mais en Martinique, à Paris, à Bordeaux, enfin sur tout le territoire. Le meilleur moment de la glace, c'est d'avoir le privilège de la déguster quand elle sort de la turbine. Elle est d'une fraîcheur, elle est aérienne, c'est le meilleur moment. Donc vous allez profiter du meilleur moment. Les locaux se sont retournés vers leurs produits parce que nos produits sont allégés en sucre. Et également, on propose des glaces faites à base de plantes médicinales. Donc, je tiens quand même à remercier nos locaux qui ont joué le jeu et qui ont toujours été présents avec nous, qui sont venus quand même prendre leurs glaces, se faire ce plaisir malgré la pandémie qu'on vit actuellement. Et maintenant, je reçois Mathis Couvercy et Charles Pétricien, les deux lauréats du prix Graines de journalisme pour le film L'Or, effectivement, sans orpailleur, au festival Vox Milo. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Et ils sont accompagnés de Sidney Ogia, qui est community manager de la mission locale de Guadeloupe, qui accompagnait justement les jeunes dans ce projet. Pourquoi d'ailleurs participer à ce concours, tiens? Participer à ce concours parce qu'on sait que l'audiovisuel, justement, c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus nos jeunes. Et à la mission locale, on a créé ce qu'on appelle un pôle média jeune, où justement, c'était une expérience éphémère qu'on essaie de renouveler au fur et à mesure, qui permettait justement d'avoir des jeunes en immersion, avec des professionnels comme par exemple Olivier Zandronis. On a eu Dimitri Zandronis et Olivier Cancel, j'investe les prénoms. On a eu en tout cas des immersions avec justement des professionnels audiovisuels qui ont pu leur donner des formations, et après ils sont partis sur leur réalisation eux-mêmes en autonomie, et l'opportunité de présenter ces réalisations au concours Vox Milo s'est présentée. Donc avec la pandémie, en plus, on a eu un petit peu de temps en plus pour les réaliser. Et on a pu présenter 4 films. 4 projets. Ils n'étaient pas les seuls, effectivement. Voilà, 4 projets, donc j'ai des petits chiffres là sous les yeux. 4 projets, 44 projets envoyés, et donc une vingtaine de projets sélectionnés pour la finale, où ils sont partis en hexagone, à Cannes, représenter justement la Guadeloupe avec leur production. Ils sont même revenus avec un petit prix. N'est-ce pas? Et on salue d'ailleurs Olivier Moradel qui vous a accompagné sur le projet, mais aussi en hexagone. Et aussi juste comme on en profite pour les remerciements, aussi Marie Soutarson de la Fondation Orange, qui nous a justement accompagnés. C'est même elle qui a mis en place et créé le projet. Souvent accompagnée, c'est elle qui était aussi en background pour gérer l'administratif. Donc un grand merci à elle, et aussi au parrain de ce pôle média jeune, qui était Harry Roselmack, avec aussi justement Syria Doumbia, sa compagne, qui est aussi présidente de l'association. Je ne vais pas dire de bêtises, j'essaie de remercier tout le monde, sinon après on va me taper sur les doigts. Mais on dira ça tout à l'heure. Et puis bien sûr, le président de la mission locale, M. Jean Bardaille, et la directrice, Mme Choumon-Lamotte. Je crois que j'ai oublié personne, je peux aller au travail tranquille demain. Calme. Alors, monsieur, pourquoi avoir participé à ce concours? Déjà, est-ce que vous êtes dans des filières audiovisuelles? Est-ce que vous êtes déjà passionné de la discipline? Comment ça se passe pour vous deux? On est au plus Ah, jeune. pour moi, vu que je faisais déjà des clips avec un ami à moi qui s'appelle Thierry Armani, on a une chaîne YouTube où on fait des street clips. Donc j'avais déjà des bases dans l'audiovisuel et je voulais me professionnaliser dans le montage en fait. D'accord. Donc toi, ta spécialisation, c'est surtout montage? Oui, voilà. Donc toi, tu es plutôt post-prod en fait? Exactement. Ok. Alors, de base, j'étais plutôt spécialisé dans le graphisme. Mais jusque-là, je voulais être un peu plus polyvalent au niveau de l'audiovisuel. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai cherché une formation. Du coup, je me suis intéressé à la mission locale. Et il faut savoir que de base, ce que je cherchais, c'était plus une ouverture d'emploi. Mais on m'a proposé le pôle audiovisuel et puis j'ai intégré. Et je trouvais ça intéressant. Très bien. Pourquoi ce choix sur de l'or sans orpailleur pour votre réalisation vidéo? Alors, pourquoi de l'or sans orpailleur? Le titre en lui-même ou bien le choix du sujet? Le choix du sujet.
Ok, alors on a eu plusieurs thématiques qui ont été proposées et c'est celle qui a retenu notre attention puisque c'est un domaine en fait qu'on voit quotidiennement, mais en fait on n'imagine pas la portée que ça peut avoir. C'est-à-dire qu'on passe tout le temps devant le quartier de carénage, mais on ne se doute pas qu'il y a quelque part un lieu d'excellence marine. C'est-à-dire de savoir-faire. Exactement. Un savoir-faire compétent, et on nous a même expliqué que c'était reconnu à l'international, quoi. C'est-à-dire que quand nous qu'à jouer, non. Exactement. Nous, M. Forbin, et du coup, on nous a expliqué qu'il y avait des bateaux qui accostaient des touristes riches pour venir restaurer leurs bateaux, tout ça. Donc on s'est dit qu'il y a sûrement un avenir en fait dans ce domaine-là et que ce serait important de... Comment on dit ça? Que ce serait de le mettre en valeur. Exact. Est-ce que vous pensiez qu'il y avait autant d'argent finalement dans ce chantier naval ou bien dans ce corps de métier-là? Bon, on va dire que moi, j'étais un peu déjà renseigné dans ce corps de métier parce que j'ai fait une formation en CAP maintenance nautique. Ah, ben tu connais. Oui, je connaissais déjà. Donc après, ça a été facile pour moi de poser les questions. J'étais déjà renseigné sur le métier. Voilà. Et donc vous avez vraiment joué sur le contraste entre l'activité économique florissante et le quartier un peu ghetto, entre guillemets. C'est ça. C'est de là où nous est venue l'idée du titre, en fait. Mais il faut savoir que c'est un brainstorming commun avec tous les autres participants de l'équipe. On s'est tous mis d'accord, c'est-à-dire qu'on n'est pas venu, on a dit bon, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Il y a tout un travail d'équipe. Voilà, c'est un travail d'équipe parce que... On peut éventuellement les citer. Hein. Oui, il y a Jessie, voilà. Il y a Jessie et Solène qui participent au projet avec nous. On est les seuls lauréats qui ont pu se déplacer, mais il faut savoir qu'on est 4 sur le projet. Voilà. Il faut savoir que par exemple Solène n'a pas pu se déplacer parce qu'elle a continué une école de cinéma. Voilà, une école de cinéma vers le Canada. Donc ce sont des vocations qui ont été révélées par rapport au concours? On va dire. Oui. Où vous avez par rapport à la formation qu'on a faite, Solène, elle a fait une école de cinéma. Carrément. Donc montage pour lui et toi pour la suite? Montage aussi. Montage aussi? Moi c'est montage et cadrage. Pourquoi post-prod principalement? En général, on aime bien être dans le feu de l'action. J'aime être dans le feu de l'action, mais j'aime aussi monter ce que j'ai réalisé, ce que j'ai filmé. D'accord. Donc toi, tu veux plus être réalisateur en gros. Oui. Toucher un peu à tout et faire tes propres productions, quoi. Voilà. Et toi? Intégrer une boîte de prod? À vrai dire, c'est ce qui nous a été proposé, mais j'aime bien être devant la caméra en vrai. Donc il y a déjà des propositions. C'est bon ça. J'aime bien être devant la caméra en vrai, mais c'est important je trouve de savoir comment ça se passe derrière la machine, quoi. Donc c'est bien d'avoir les aptitudes techniques et pas se contenter juste d'être là, quoi. Ok. Les projets moyen, long terme, ce serait quoi? Toi tu faisais des street clips? Moi je continue mes clips et là je suis sur un projet d'un court-métrage sur la jeunesse de la Guadeloupe. Et je compte bien le finir. Est-ce que ce sera... j'ai entendu des reproches dernièrement. À chaque fois qu'on fait des films sur la Guadeloupe, c'est toujours la violence, il faut toujours qu'il y ait des armes à feu, il faut toujours qu'il y ait un truc comme ça. Est-ce que ce sera un petit peu dans cette... Non, c'est sur la réinsertion des jeunes, on va dire. Réinsertion des jeunes? Voilà. Ok. Bon, il y a du boulot, hein, c'est court. Il y a du beau boulot et il faut du financement. On vous a parlé un petit peu de tout ça? Oui, on m'a dit. Ces aspects-là? Oui, bien sûr. Mais tu as mis l'argent sur la table. Le problème de l'argent. Ils ont eu l'occasion de travailler avec des professionnels qui leur ont expliqué les choses. Et oui, c'est une réalité aussi, mais bon, on compte justement sur les financeurs qui nous ont accompagnés, comme par exemple la région et la Fondation Orange, pour éventuellement peut-être nous accompagner encore, vu que première participation, projet fructueux. C'est ça. Normalement, première participation, premier prix. Et dans le milieu du sport, tu vois, quand tu as tes résultats, on double ton salaire. Donc, bon, en vrai, je lance ça comme ça. On lance l'âme sans doute fait. Ouais, ça peut être sympathique, je pense. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué sur le projet pour vous à faire?
techniquement, vous êtes bon, vous étiez déjà derrière la caméra ou bien en montage. Qu'est-ce qui a été compliqué pour vous? Une prise de vue, on va dire. Les prises de vue, tu es sûr? C'était la plus compliquée. De vue, oui, sur un chantier qui n'est pas vraiment grand, on va dire. Il fallait bien choisir les images qu'on voulait montrer pour donner de l'émotion aux téléspectateurs. De l'émotion. Voilà. On t'a appris à vendre l'émotion, tout ça. Oui, exactement. Et toi? Franchement, je dirais plus... le plus fatigant, ça aurait été la post-prod. C'est-à-dire que quand on est... et puis aussi, le fait de fonctionner en équipe. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était plutôt nouveau pour moi. Donc, avoir un peu de cohésion déjà sur le plateau de tournage, mais aussi se mettre d'accord. Est-ce que tu es content de l'expérience en équipe? À vrai dire, je suis content. Je suis content. Mais à savoir... Non, c'est pas ça. non. À savoir que on nous a informés, on va dire... Comme on était dans le chantier d'insertion, on a fait le... C'était déjà un plaisir d'être derrière la caméra. Mais on ne se doutait pas du tout qu'on allait encore moins être primé pour un concours et encore moins gagner le concours. Donc, franchement, c'était un kiff sur l'expérience. C'est là qu'il faut prendre conscience quand on vous dit Guadeloupe est fort. En fait, on est vraiment fort. Vraiment. Pas faute en nous, pas faute en nous. Justement, on est même surpris. On est même surpris. Donc, quand vous êtes arrivé, puisque vous êtes confronté un petit peu aux autres équipes, il y a des équipes en national et tout, comment ça s'est passé avec les autres, quand vous les avez un peu écrasés? Les autres, non. C'était convivial hein, quand même. C'était très convivial en fait. Donc ils sont venus nous féliciter après. Ils étaient très contents qu'on avait gagné un prix et tout. Vous avez vu un peu leur travail à eux? Oui, ils ont montré tous les films en fait. On a une projection en fait lors de la cérémonie de tous les lauréats. Mais faut savoir qu'il y a du niveau. On va pas dire que c'était écrasant, il n'y avait rien vraiment d'écrasant. C'était vraiment... après avoir parlé avec les jurys, on nous a donné les petits aspects techniques de ce qui a fait la différence, ce genre de choses. C'est peut-être des détails anodins, mais... Donc vous étiez très pointu sur les détails. C'est ça, malgré nous, quoi, malgré nous. Oui, j'ai envie de dire. Je dis malgré nous, pointu sur les détails, c'est-à-dire qu'on a fait le truc bien, on a fait les prises de vue bien, on s'est appliqué au maximum, mais sans savoir que c'est ce qui aurait fait la différence par rapport à d'autres qui ont fait avec d'autres moyens, qui avaient notre vision. Alors, justement, la précision, c'est quelque chose d'essentiel en audiovisuel, surtout en vidéo. Hein. Ah oui, non, mais justement, la performance, c'est déjà d'arriver à transmettre des émotions et tout ça, de belles images, en fait, sur un chantier. Sur un lieu qui de base même ne prête pas. C'est pas très glamour hein, sur le chantier. Oui, mais c'est pas un lieu de tournage, on va dire, où tu te dis je vais faire du glamour, je vais envoyer du message et tout. Et pourtant, quand on regarde les vidéos, on est vraiment surpris justement de ce qui passe en fait. C'est un message qui permet en fait de montrer que, un peu comme tu le dis, tu vois, que justement il y a, on va dire ça vulgairement, mais il y a de l'argent à se faire un peu partout. Et il n'y a pas de sous-métier aussi. Donc eux, ils sont dans tout ce qui est chantier naval, etc. Quand ils sortent le soir à 17h, ils sont pleins de peinture et tout, etc. Ils sont crades. Mais après, en une douche, c'est réglé. Et eux, ils ont un travail, ils sont employés et tout. Et ils sont G, il faut le dire. Hein. Oui, ils arrivent justement à s'en sortir comme ça. Et donc chacun peut trouver sa voie. Et notre équipe, nos équipes du pôle médiagé, parce qu'il y a une autre équipe qu'on va citer éventuellement peut-être à l'heure, si tu me laisses 2 minutes. Justement, il y a des jeunes qui ont émergé, des talents qui ont émergé et qui font maintenant émerger d'autres talents via leurs vidéos qu'on vous diffusera très prochainement. D'ailleurs, si Canal 10 veut la passer... Oh, on l'a déjà passé. Hein. Oui. Plusieurs reprises. Même. Plusieurs reprises. Avant même qu'il revienne, puisque de toute façon, Olivier Moradel, justement, travaille avec nous. Oui. Il est de la maison, donc on est très content effectivement que ces jeunes nous ramènent des prix dans tous les cas. Mais justement, le mot de la fin, Fini. Le mot de la fin, moi je veux remercier aussi, je ne vais pas dire le nom de famille, on ne sait jamais, mais Cédric, Jonathan, Lucas et Yovan qui ont aussi participé justement au pôle Média Jeune. Ils ont envoyé 2 productions aussi, donc un court-métrage qui s'appelait alors Danse d'Orient et une interview d'un jeune justement qui a une structure, qui vend des sneakers et tous des accessoires de lifestyle. Donc voilà, on diffusera tous ces projets, les 4 projets et même plus peut-être par la suite au fur et à mesure. Donc restez connectés sur les réseaux de la mission locale. Alors Facebook, Instagram,
Twitter, LinkedIn, pour ceux qui connaissent, voilà, LinkedIn. Et bientôt TikTok, peut-être, on verra. Donc voilà, n'hésitez pas à vérifier et à régulièrement regarder ce qui se passe, de façon à aussi être informé des offres, de l'actualité et de tout ce que la mission locale peut vous proposer. Et Mathis et Charles, vous coordonnez éventuellement s'il y a des projets vidéo en cours, on ne sait jamais. Donc moi, Ah ben attends, tu sais quoi? Moi je lance un appel. Sinon il va prendre le créneau. En tant que professionnel de l'audiovisuel, moi je dis pas que je suis connu dans le milieu, mais je connais 2-3 personnes. Moi je veux bien que justement vous donniez vos numéros de téléphone, parce qu'on avait dit qu'on essaierait de vous mettre éventuellement en stage ou autre dans des entreprises. Donc ça peut être un premier appel, donc donnez vos numéros de téléphone, histoire que éventuellement des structures puissent, si elles sentent qu'elles ont besoin d'un coup de main ou autre, de pouvoir justement vous accompagner. Vous voulez pas le mettre une moto pour le tour? Il veut faire du cadrage, c'est une bonne occasion. Oui, moi ça me va. Tu montes? Oui. On va discuter. L'équipe est là justement, on va proposer. Si tu veux un petit stage pour le C'est tour, bien. c'est négociable vite fait. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, parole la palle. Les coordonnées vite fait avant qu'on se quitte. Ok, alors bon, vous pouvez me retrouver déjà sur LinkedIn, Charles Pétricien, nom, prénom, voilà. Je suis dispo aussi sur Instagram. Et mon numéro c'est 0690 05 74 61. Moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est maken.ppsd, maken.ppsd. Et mon numéro de téléphone, c'est 0690 94 62 73. Donc faites les téléphones de ces gars-là sonner ce soir, si vous plaît. En tout cas, félicitations encore à vous deux pour ce premier prix Graines de journaliste que vous avez obtenu pour votre première participation au festival Vox Milo. Et on vous souhaite effectivement d'accomplir et de réaliser tous vos projets audiovisuels. Moi, ce que j'attends de vous, tous là, c'est que vous passiez effectivement en mode super production, parce qu'il est temps qu'on fasse des films locaux. Bien sûr. Il faut qu'on fasse nos millions aussi. Il y a un endroit là où ça se prépare. Je peux pas en parler. Où ça? C'est vers Non, mais non, allez. C'est vers Pointe-à-Pitre. Il y aura peut-être une production. Il y a des clips qui se tournent effectivement. On m'a là. dit que demain vers 15h, tu peux passer. Merci beaucoup en tout cas à vous d'être venus sur ce plateau ce soir. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous. Bisous.